Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que l'épisode numéro 12 vous a plu, hein, si vous êtes sur cette liste, sur cette playlist de Warp Drive, c'est que vous aimez les Warp Drive. Et donc, si vous êtes à l'épisode numéro 13, c'est que vous avez apprécié les épisodes précédents. N'oubliez pas de vous abonner au cas où, si vous écoutez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, ça me donnera de la visibilité et ça m'aidera à progresser dans mes projets. Donc, pour l'épisode numéro 13, nous allons parler donc des progrès et des expérimentations actuelles. C'est un nouveau chapitre entre guillemets dans ce sommaire. Et nous allons parler donc des recherches et des expériences théoriques, et des initiatives actuelles en physique et en astrophysique. Vous allez voir que c'était un épisode qui va être un peu conséquent. Il y en a pour 20-25 minutes, je pense. Installez-vous confortablement. Et nous allons parler un petit peu de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez voir, on va rentrer dans pas mal de choses, on va dire, vraiment concrètes, sur lesquelles on va vraiment préciser les choses. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai construites sur cet article. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas les rajouter une nouvelle fois, puisque j'ai l'impression de me répéter à chaque épisode. Donc j'ai décidé de me dire, non, je vais pas les ajouter ou les développer encore plus. Je vais laisser le choix aux auditeurs d'aller regarder les autres épisodes pour avoir une meilleure compréhension de ce que je raconte. Parce que c'est un peu le but. Nous évoluons tout au long des épisodes. On travaille ensemble pour comprendre certaines mécaniques, certaines choses importantes, certaines informations importantes de l'univers, ou même des concepts de l'univers, ou même des warp drives, des bulles effectivement de stabilisation que nous pourrions créer peut-être plus tard, dans un futur proche, peut-être dans 150 ans, 200 ans, on verra bien. Bref, assez de blabla, on va commencer tout de suite l'épisode donc sur les progrès et les expérimentations actuelles. C'est parti. Donc la recherche en physique et en astrophysique, elle est à l'avant-garde de notre quête pour comprendre les mécanismes fondamentaux de l'univers. Et ces initiatives actuelles, elles se concentrent sur des aspects variés de la physique théorique et de l'astrophysique. Et ça va de l'exploration des particules élémentaires au mystère des forces cosmiques les plus puissantes. Donc j'ai fait une exploration approfondie des principaux domaines de recherche et des expériences en cours. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors tout d'abord, la recherche en physique théorique. Donc elle est essentielle pour développer des modèles et des théories qui expliquent les phénomènes observés et qui prédisent des nouveaux comportements dans l'univers. Et on va parler plus précisément de la gravité quantique, même si on en a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes. Donc c'est l'une des frontières les plus excitantes et les plus complexes de la physique théorique. Elle recherche à unifier donc les deux piliers de la physique moderne, la relativité générale qui décrit la gravité et la structure à grande échelle de l'univers, et aussi la mécanique quantique qui régit les comportements des particules subatomiques. Ça, je pense que vous le savez tous. Donc il y a la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. La théorie des cordes, elle propose que les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais des cordes unidimensionnelles. Et ces cordes vibrent à différentes fréquences, qui donnent naissance à différentes particules, qui ont différentes propriétés. Et cette théorie, en fait, elle implique donc l'existence de dimensions supplémentaires, jusqu'à 11 dans certaines versions, au-delà des 4 dimensions connues, donc 3 espaces et une de temps. Donc nous avons aussi la gravité quantique à boucle, qui suggère que l'espace-temps, lui, est quantifié et qui est composé de boucles discrètes de taille infinitésimale. Et ce modèle, il pourrait offrir donc une compréhension plus fine des trous noirs et du Big Bang, et même en particulier des singularités où les lois de la physique classique s'effondrent. Ça, je pense que vous le saviez déjà. Parlons un peu de la matière noire et de l'énergie noire, mais c'est pareil, ça va être un survol. Nous avons déjà exploré ce genre de concept dans différentes vidéos que j'ai fait dans les playlists. Donc en gros, ces deux éléments, ils constituent effectivement la majeure partie de l'univers, mais leur nature, elle reste mystérieuse. Tout d'abord, la matière noire, donc c'est une substance invisible qui représente environ à peu près 27% de la masse de l'univers, et elle interagit principalement par la gravité, et elle influence la rotation des galaxies, la formation des grandes structures à grande échelle, des grandes structures, des super amas de galaxies, des filaments de galaxies, voilà. Et donc ces théories, elles suggèrent en fait qu'elles pourraient être composées de particules exotiques qui ne sont pas encore découvertes, telles que les WIMPs, les Weakly Interacting Massive Particles. J'ai fait un épisode dessus dans la playlist, vous pourrez normalement le voir, le retrouver. Et aussi donc l'énergie noire, bien sûr, qui représente
eh bien, l'expansion accélérée de l'univers. Et donc, c'est une énergie noire qui constitue 68% de l'univers. Et sa nature est encore plus mystérieuse que la matière noire, hein, parce que c'est une hypothèse qui a une propriété induite de l'espace-temps et qui est liée à la constante cosmologique d'Einstein. Parlons maintenant un peu des expériences pratiques et des initiatives actuelles qui existent actuellement. Donc, en complément des théories, il y a des expériences pratiques qui visent à tester ces hypothèses et à découvrir des nouvelles informations sur l'univers. Donc, tout d'abord, on a le grand collisionneur de Hadron, donc le LHC, qui est un outil essentiel pour explorer les hautes énergies et les particules fondamentales. Donc, l'objectif actuellement, c'est au-delà de la découverte du boson de Higgs, bien sûr, mais le LHC, en fait, il cherche des preuves de nouvelles particules et des nouvelles forces, comme celles prévues par la supersymétrie, que je vous ai déjà parlé aussi dans les épisodes. Ça explore également les différences entre la matière et l'antimatière, et ça pourrait expliquer pourquoi l'univers, en fait, il est dominé par la matière. Et après, vous avez les expériences futures, donc le LHC, en fait, il est en cours de mise à niveau, je ne sais pas si vous le saviez, pour augmenter son énergie et sa luminosité, ce qui lui permettra de mener des recherches encore plus approfondies sur les particules exotiques et les phénomènes très rares. Survolons un peu les télescopes et observations. J'ai beaucoup d'épisodes qui sont créés sur ma chaîne en ce qui concerne les télescopes et les types d'observations qu'on pourrait avoir. On va survoler encore une fois de plus. Les observatoires donc au sol et spatial sont cruciaux pour observer l'univers dans différentes longueurs d'onde, qui va du visible aux rayons X et gamma. Donc vous avez les observatoires de rayons X Chandra par exemple, qui permet d'étudier les phénomènes violents, comme les explosions de supernovas et les régions qui sont autour des trous noirs supermassifs et qui fournissent des données sur les processus énergétiques extrêmes. Et ensuite, vous avez le télescope spatial James Webb, qui lui permet de voir dans l'infrarouge et qui promet de révéler les premières galaxies qui sont formées après le Big Bang, et même de sonder les atmosphères des exoplanètes à la recherche de signes de vie. Bien sûr, il y a des projets de détection de matière noire que je pense que vous connaissez. Tout d'abord, l'expérience comme Xenon, qui utilise du xénon liquide pour détecter les collisions de particules matière noire avec des noyaux atomiques. Et ces détecteurs, en fait, ils sont placés profondément sous terre pour réduire les interférences de rayons cosmiques. Et ensuite, les expériences indirectes, telles que l'observatoire de rayons gamma Fermi, qui cherche des signaux qui proviennent en fait de l'annihilation ou de la désintégration de particules de matière noire dans le halo galactique. Bien sûr, une collaboration internationale, c'est obligé d'en parler. La complexité de ces défis en physique et en astrophysique, ça nécessite une collaboration globale pour maximiser toutes les ressources et toutes les connaissances qu'on a. Donc on a le CERN, l'ESA, la NASA et les projets internationaux de télescopes. Donc le CERN, lui, qui regroupe des scientifiques de nombreux pays pour travailler sur des expériences de physique et de particules de pointe. Et donc le partage des résultats et des données, il accélère les découvertes, bien sûr, grâce à eux. Ensuite, on a l'ESA et la NASA, c'est des missions conjointes, comme le télescope le Hubble et James Webb, qui combinent en fait des expertises et des financements pour explorer l'univers plus efficacement. Et les projets internationaux de télescopes, qui par exemple le LIGO ou le Virgo, pour les ondes gravitationnelles, que j'ai parlé très souvent dans mes épisodes, ou l'observatoire de neutrinos IceCube, qui démontre aussi l'importance des efforts collaboratifs pour avancer dans des domaines où les défis scientifiques, où les défis techniques et scientifiques sont immenses, quoi. Donc cette recherche et toutes ces expériences théoriques actuelles en physique et en astrophysique, vous voyez bien que ça montre l'engagement continu de cette communauté scientifique qui repousse les frontières de notre compréhension de l'univers. Ça va combiner la physique théorique de pointe avec des expérimentations pratiques et même des collaborations internationales. Et ces initiatives, elles promettent de révéler des nouvelles facettes de l'univers et de répondre à certaines des questions les plus profondes de la science. Parlons maintenant de la recherche en physique théorique. Vous allez voir qu'on va commencer à parler un peu plus de gravité quantique. Toujours pareil, on va survoler un peu les sujets pour vous donner un peu une idée, mais sachez qu'on va rentrer un peu plus dans le détail. Il va y avoir pas mal d'éléments techniques. Donc je vous conseille d'avoir connaissance de ces fameux mots techniques. Donc regardez les épisodes précédents pour être sûr de bien tout comprendre. Sinon, vous n'allez rien comprendre, ça ne va pas être agréable pour vous. Allez, c'est parti.
Donc la physique théorique, c'est la pierre angulaire de notre compréhension des phénomènes fondamentaux de l'univers. Les théoriciens, donc, qui élaborent des modèles mathématiques qui sont présentés pour expliquer des concepts tels que la gravité quantique, la matière noire et l'énergie noire. Ces recherches, en fait, elles repoussent les limites de notre compréhension. Il faut être vraiment conscient de ça, et ça nous rapproche petit à petit de la résolution des mystères les plus profonds de la cosmologie et de la physique des particules. Donc on va survoler un peu la gravité quantique, voilà, on va un petit peu survoler tout ça. Mais encore une fois, je me répète, parce que je veux être sûr que vous compreniez bien. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez sur pause, cliquez sur l'épisode qui correspond à ce que vous ne savez pas. Clic droit, nouvel onglet, boum, vous regardez l'épisode, et comme ça, vous avez déjà une meilleure compréhension de ce que je raconte. Donc du coup, la gravité quantique, donc c'est l'un des sujets les plus fascinants et complexes de la physique théorique. Elle cherche à unifier donc, la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité à grande échelle, avec la mécanique quantique, et qui gouverne les interactions à l'échelle subatomique. Donc cette unification, elle est essentielle pour comprendre les phénomènes où les effets gravitationnels et quantiques sont tous deux significatifs, comme à l'intérieur des trous noirs ou lors des premiers instants de l'univers aussi. Donc la théorie des cordes, c'est l'une des approches les plus prometteuses pour la gravité quantique, et il y a quelques points à détailler pour cette théorie que je vous répète. Donc la nature des particules, déjà, la théorie des cordes, elle propose que les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais plutôt des cordes unidimensionnelles. Et ces cordes peuvent vibrer à différentes fréquences, et chaque mode de vibration correspond à une particule différente, comme les électrons, les quarks ou même les gravitons. Les particules hypothétiques médiatrices de la gravité. Donc ça nous amène à parler de dimensions supplémentaires, parce que pour être mathématiquement cohérent, la théorie des cordes, elle nécessite l'existence de dimensions supplémentaires. Alors que notre perception en fait habituelle, elle est limitée à 4 dimensions, donc 3 espaces et une de temps. Eh bien la théorie des cordes, elle postule jusqu'à 11 dimensions, mais bon, ces dimensions supplémentaires pourraient être compactées ou enroulées à des échelles si petites qu'elles sont invisibles à nos instruments actuels qu'on a actuellement. Et après, on a la théorie des supercordes et de la supersymétrie. C'est une extension en fait de la théorie des cordes, donc une théorie qui est appelée donc théorie des supercordes, qui intègre le concept de supersymétrie, c'est-à-dire que en gros, elle propose que chaque particule bosonique, qui transporte en fait des forces, eh bien, elle a un partenaire fermionique, et donc le partenaire fermionique, c'est celui qui constitue la matière, et vice-versa, Voilà. Donc la supersymétrie, ça pourrait résoudre de nombreux problèmes théoriques en physique des particules, et offrir une voie vers l'unification en fait des forces fondamentales, Et après, il faut survoler aussi la gravité quantique à boucle. Donc le LQG, que j'ai déjà parlé aussi, c'est une approche majeure dans la recherche de la gravité quantique, et elle offre une vision radicalement différente finalement de la nature de l'espace-temps. Il y a 3 points qu'il faut parler, c'est la quantification de l'espace-temps déjà, puisque la LQG en fait elle propose que l'espace-temps n'est pas continu, mais constitué de boucles ou de réseaux de spins discrets, de taille planckienne, donc environ 10 puissance moins 35 mètres. Et ces boucles, elles offrent une structure granulaire de l'espace-temps, et ça suggère que la notion de distance et de temps change essentiellement à cette échelle. Je pourrais rentrer plus dans le détail, mais on va y revenir plus tard dans les épisodes qui vont suivre. Ensuite, on a l'absence de singularité. Donc, c'est un des succès théoriques de la LQG, c'est que en gros, il supprime les singularités, telles que celles présentes au centre des trous noirs et au Big Bang, dans la relativité générale classique. Eh bien, la quantification de l'espace-temps pourrait éviter ces singularités en introduisant une limite minimale à la compression de l'espace. Et après, on a l'application cosmologique, donc c'est le 3e point, c'est la 3e vision, si vous préférez. L'application cosmologique, donc en gros, la LQG, elle offre des perspectives nouvelles sur l'évolution de l'univers. Et par exemple, elle offre des modèles cycliques où le Big Bang en fait est remplacé par un Big Bounce, donc une transition où l'univers précédent s'effondre avant de rebondir en un nouveau. Et elle me plaît particulièrement cette théorie-là. Survolons aussi la matière noire et l'énergie noire. Donc la matière noire et l'énergie noire, comme vous le savez maintenant, ça représente 2 des plus grands mystères de la cosmologie, et ça constitue environ 95% de l'univers, peut-être même plus. Donc la matière noire, en tout cas, quelle est sa nature hypothétique, même si vous savez déjà ce que c'est.
C'est une forme de matière qui n'est pas lumineuse et qui n'interagit pas avec la lumière et qui rend donc son observation directe très difficile, quasiment impossible. Et elle est détectée par ses effets gravitationnels sur les galaxies et les amas de galaxies. Et après, donc, il y a les particules exotiques qu'on pourrait associer à la matière noire. Donc, ça fait partie de diverses théories qui proposent que la matière noire pourrait être composée de particules exotiques, telles que les WIMPs, et les Weakly Interacting Massive Particles, ou les actions, que j'ai déjà fait un article aussi qui est très soutenu, on va dire, où il y a beaucoup d'informations que vous pourriez regarder dans la playlist. Et donc il y a des expériences en cours, comme celle utilisée par les détecteurs de matière noire souterraine, qui recherchent à observer directement ces fameuses particules. Survolons aussi l'énergie noire, parce que nous ne savons pas grand-chose finalement de l'énergie noire. Ça serait hautain de dire qu'on en sait quelque chose. En gros, on sait qu'elle interagit avec l'expansion de l'univers. Donc l'énergie noire est donc responsable de l'expansion accélérée de l'univers et elle constitue 68% de l'univers. Et le reste est mal compris, encore une fois. Et après, donc, il y a la constante cosmologique qu'il faudra intégrer à cette énergie noire. Donc c'est une hypothèse et que, en gros, l'énergie noire elle est liée à la constante cosmologique d'Einstein et que c'est une énergie induite de l'espace-temps lui-même. Et il y a des modèles alternatifs qui incluent des champs scalaires dynamiques contre la quintessence. Et ça, j'en avais déjà parlé dans les épisodes précédents aussi. Vous voyez, donc c'est un peu un récap finalement des précédents épisodes que nous avions eus. On peut rentrer effectivement dans certains détails un peu plus poussés, mais vous voyez quand même que c'est un rappel quand même majoritaire. Donc vous voyez, la recherche en physique théorique, c'est un domaine de découverte potentiellement infini, et en unifiant la gravité et la mécanique quantique, et puis même en décrivant les mystères de la matière noire et de l'énergie noire, les médecins, entre guillemets, théoriciens qui cherchent à répondre aux questions fondamentales sur la nature de l'univers, eh bien, ils pourront permettre des avancées dans ce domaine et pourront révolutionner notre compréhension et ouvrir des nouvelles voies pour explorer les frontières ultimes de la réalité physique. Allez, maintenant nous allons terminer donc sur un dernier point pour survoler encore une nouvelle fois des informations que je vous ai déjà dites sur la matière noire et l'énergie noire. Donc on va clôturer ce premier épisode pour cet épisode numéro 13. Donc la matière noire, elle constitue environ 27% de l'univers, mais ne peut pas être directement liée, car elle n'émet ni n'absorbe de lumière. Donc les scientifiques, ils utilisent des modèles théoriques et des observations astronomiques pour comprendre sa nature et son rôle dans la formation des structures cosmologiques. Et l'énergie noire, donc, qui constitue environ 68% de l'univers, est responsable en fait de l'expansion accélérée de l'univers, et les recherches se concentrent sur la compréhension de cette mystérieuse forme d'énergie et des implications pour la cosmologie. Voilà, pour cet épisode, je pense que c'est déjà assez condensé à mon avis. On va en finir là, et pour le deuxième épisode qui composera l'épisode 13, on parlera des expériences pratiques, d'initiatives actuelles qui existent aujourd'hui. Je vous donnerai des exemples concrets. Le LHC, les télescopes, les observatoires, les expériences directes avec le xénon, les détecteurs de matière noire. Vous allez voir le PICO, le crypto EDM. Voilà, on va parler de pas mal de choses dans le prochain épisode. Vous allez voir, ça va être très très intéressant. Et on clôturera donc pour cet épisode 13, dans le prochain épisode. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Je suis très content du nombre de vues qu'il y a actuellement et du nombre d'abonnés qui arrivent. Ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, partagez, prenez soin de vous. Ciao, bisous.